Le départ innocent, un vol vers l'inconnu. C'était le 13 octobre 1972, une journée ordinaire à Montevideo, en Uruguay. 45 personnes montèrent à bord d'un Fairchild FH227D, un avion affrété par l'équipe de rugby des Old Christians Club. Parmi eux, de jeunes athlètes pleins de vie, leurs familles, des amis et même un passager sans lien avec le groupe. Ils partaient pour Santiago du Chili, où un match amical les attendait, une escapade joyeuse, remplie de rires et d'anticipation. Roberto Canessa, un étudiant en médecine de 19 ans, était là avec ses coéquipiers. Fernando Nando Parado, 22 ans, voyageait avec sa mère et sa sœur. L'atmosphère était festive, comme un voyage scolaire pour adultes. Personne n'imaginait que ce vol banal se transformerait en une épreuve qui testerait les limites de l'âme humaine. 85D63B. Le pilote, le colonel Julio César Ferradas, et son copilote, le lieutenant-colonel Dante Lagurara, étaient expérimentés, mais les Andes, cette chaîne montagneuse impitoyable, réservait des pièges invisibles. Alors que l'avion survolait les pics enneigés, une erreur de navigation fatale se produisit. Croyant avoir passé le col et être en descente vers Santiago, les pilotes amorcèrent une manœuvre trop tôt. Soudain, l'appareil émergea des nuages pour heurter violemment une paroi rocheuse près du mont El Sosnado, en Argentine. L'impact fut cataclysmique, les ailes se détachèrent, la queue fut arrachée, et le fuselage glissa sur la neige comme un toboggan mortel. Des cris de terreur emplirent l'air, des corps furent éjectés, et le silence glacial s'installa. 12 personnes périrent sur le coup, dont la mère et la sœur de Nando Parado. 33 survivants émergèrent des décombres, blessés, choqués, mais vivants. Ils se blottirent dans ce qui restait de l'épave, un abri précaire contre le vent hurlant et les températures plongeant à -30 degrés Celsius. Les premiers jours, l'espoir fragile et la famine croissante. Les premiers moments furent un mélange de gratitude et d'horreur. Les survivants, pour la plupart des jeunes hommes athlétiques, s'organisèrent rapidement. Marcelo Pérez, le capitaine de l'équipe de rugby, prit les commandes, distribuant les tâches. Soigner les blessés avec les moyens du bord, rationner les maigres provisions, quelques barres de chocolat, des bouteilles de vin, un peu de confiture. Ils écoutaient la radio de l'avion, apprenant que des recherches étaient en cours. Ils vont nous trouver, se disaient-ils, serrés les uns contre les autres pour partager la chaleur corporelle. Mais les jours passèrent, et l'espoir s'effrita comme la neige sous leurs pieds gelés. Le froid était un ennemi impitoyable. La nuit, les vents balayaient la vallée, transformant l'épave en une chambre froide. Les blessures s'infectaient, les os brisés causaient une douleur lancinante. Nando Parado, dans un coma de 3 jours après le crash, se réveilla pour apprendre la mort de sa famille. Son chagrin était abyssal. Il hurla sa rage contre le ciel, mais trouva dans ce deuil une force inattendue, survivre pour honorer leur mémoire. Roberto Canessa, avec ses connaissances médicales rudimentaires, devint le « docteur » du groupe, amputant des membres gangrenés avec des outils improvisés, comme des morceaux de verre. Chaque geste était une bataille contre le désespoir, un acte d'amour fraternel dans l'isolement total. Bientôt, la faim devint insoutenable. Les provisions épuisées, les survivants mangèrent du cuir des sièges, de la neige fondue qui les rendait malades. 6 autres moururent dans les 10 premiers jours, emportés par le froid ou leurs blessures. Le groupe se réduisit à 27, et la réalité les frappa. Sans nourriture, ils étaient condamnés. C'est alors que naquit l'idée la plus taboue, celle qui hanterait leurs âmes pour toujours. Le pacte sacré, affronter l'inimaginable. Après des débats interminables, chargés de larmes et de prières, beaucoup étaient catholiques pratiquants, ils prirent la décision qui les définirait, consommer les corps des défunts. Ce n'était pas de la barbarie, mais un acte de survie désespéré, justifié par leur foi. Si Jésus a partagé son corps lors de la scène, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même pour vivre ? Argumenta l'un d'eux. Roberto Canessa fit la première incision, les mains tremblantes, évitant les visages pour préserver la dignité. C'était comme manger de la viande crue, mais chaque bouchée était un combat contre ma conscience, confia-t-il plus tard. Ce choix les sauva physiquement, mais les brisa émotionnellement. Des liens se renforcèrent, ils se jurèrent que si l'un mourait, son corps servirait aux autres. C'était un pacte d'amour absolu, un sacrifice collectif face à l'horreur. Puis, le 29 octobre, un nouveau coup du sort. Une avalanche engloutit l'épave, tuant 8 personnes de plus.